Ok, ok, bah, merci à tous. Et j'ai très content qu'on nous entende mieux. Et en fait, je vais surtout me centrer sur les questions de la mémoire. Pour une raison simple, c'est qu'est-ce que la mémoire? D'abord, pour la définir rapidement, c'est le passé ramené au présent pour agir. Donc, quand on a des luttes, des revendications, des groupes afro-descendants, etc., dans la rue, c'est justement pour exiger plus de droits au présent et en se référant à une histoire passée, toujours en fait qu'on ramène pour continuer. On s'inscrit en fait dans cette histoire des luttes lorsqu'on agit sur la mémoire. Euh, les années 80 et 90, comme tu le rappelais tout à l'heure, Samuel, on a eu la mobilisation en France 1998, 150 ans après la deuxième abolition de l'esclavage par la République, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a eu une première qui avait été proclamée en 1794 par la Révolution française, mais avant que la Révolution française la valide, elle avait d'abord eu lieu en Haïti, à l'époque Saint-Domingue, en 1793, par les envoyés de la Convention qui était venue établir la Révolution française, en fait, sur Saint-Domingue. Donc, Sontonac, c'est Paul Vérel. Il ne faut pas s'arrêter à eux. Ils sont venus établir le pouvoir de la Révolution française sur place, mais on avait une forte pression des Noirs en lutte dans ce qu'on appelait les insurgés du Nord à Saint-Domingue depuis 1791 avec Boukman, avec Toussaint Louverture en embuscade, avec Jean-François Biassou qui étaient les chefs de la Révolution sur Saint-Domingue et qui marque en fait le début du grand processus de révolution sur ce qu'on appelait à l'époque aussi l'Hispaniola. Donc, c'est une histoire complexe qui s'est, comme tous les processus révolutionnaires, c'est pas fait comme ça en ligne droite. Et avaient-ils conscience eux-mêmes, lorsqu'ils se soulevaient, que ça allait déboucher quelques années plus tard sur l'indépendance d'Haïti en 1804? Certainement pas, puisqu'en fait, ils étaient à la base financés par le roi Louis XVI et ensuite par les rois d'Espagne, en fait, pour faire valoir leurs droits en tant que petit groupe. Et ensuite, cela a pris une toute autre ampleur. La Révolution française s'en est mêlée. On a une conjonction des luttes, si on peut dire, entre les Noirs opprimés d'une part et les idéaux de la République en tout cas, une partie des idéaux de la République, puisque finalement, on a dû attendre un certain temps pour que la Révolution française atteigne une dimension universelle. À partir du moment où la dimension des Noirs et des esclaves a été prise en compte, on peut dire qu'en 1794 et non pas en 1789, la Révolution s'étend un peu plus du point de vue universel. Et il faut attendre encore un petit peu pour que les femmes rejoignent aussi ce processus. Donc, vous voyez, tout ça, ça se fait lentement, ça prend du temps. Pour revenir sur justement cette période commémorative des années 1980-90 qui est cruciale, je vais vous donner quelques dates importantes à retenir en fait. Et après, on ira plus récemment sur des choses qui se sont passées récemment. Voilà, donc alors 1988, d'abord le Brésil, c'est 100 ans d'abolition de l'esclavage au Brésil. Le Brésil, c'est l'un des pays qui a aboli l'esclavage le plus tardivement, si ce n'est d'ailleurs le plus tardivement. Il faut bien comprendre que le Brésil, moi qui ai eu la chance d'y aller il y a 4 ans, on n'a pas idée, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée du Brésil comme ça de loin, mais lorsqu'on arrive au Brésil et qu'on commence à fouiller un petit peu, on se rend compte que la société actuelle brésilienne, elle est encore très marquée par une structuration liée à la colonisation et à l'esclavage qui est toujours très forte. C'est-à-dire que c'est un pays qu'on n'a pas fini encore avec son histoire liée à l'esclavage, qu'on n'a pas fini à la domination des hommes sur les femmes, qu'on n'a pas fini sur le poids de la religion sur la société. Mais voilà, donc c'est quand même très, très ancré, on va dire. 1989, évidemment, on a en France les 200 ans de la Révolution française.
Donc, on continue un peu dans cette dynamique de commémoration au niveau mondial, puisque évidemment, 1989, ce n'est pas un événement qui concerne que la France, mais qui concerne le monde, vu la tournure que ça a apporté dans l'histoire, les changements que ça a apporté dans l'histoire. 1992, 3 ans après le bicentenaire de la Révolution française, on a les 500 ans de la découverte par Christophe Colomb des Amériques. Et les peuples noirs et afrodescendants et les peuples amérindiens se mobilisent en disant qu'est-ce qu'on va fêter? On n'a rien à fêter, puisqu'on est toujours dans la misère, on est les derniers, on est, on est des citoyens de troisième zone, on continue à être discriminés, à vivre dans les pires quartiers urbains, on est dépossédés de nos terres, on est opprimés, on est tués, bon, etc. Donc en fait, on a eu un contre-sommet des 500 ans de la découverte au Brésil et dans beaucoup de pays où on a une présence amérindienne et noire, afrodescendante. 1994, le prix Nobel de la paix est attribué à Rigoberta Menchú au Guatemala. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire mes terrains au Guatemala, de vivre un an là-bas, mon premier pays d'Amérique latine que j'ai connu. Donc, c'est une sorte de reconnaissance justement des luttes menées par les peuples amérindiens contre l'oppression. Et le Guatemala a eu malheureusement, en plus du génocide historique, a eu d'autres génocides dans les années 80. Donc, c'est vraiment une histoire toujours très marquée et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Toute une génération de gens, de progressistes de gauche qui ont été massacrés dans les années 80 et le Guatemala n'arrive toujours pas à s'en remettre. Donc voilà, on a toute cette série, puis après on enchaîne, 1998, les 150 ans d'abolition d'esclavage en France et les communautés afrodescendantes, afro-antillaises, descendantes d'esclaves qui réclament des réparations, déjà au moins une reconnaissance, qu'ils ont obtenues à travers la loi Taubira de 2001. Les réparations ont été mises à la trappe, en fait, parce que la proposition qui était emmenée par Taubira est passée en deuxième lecture. Donc, on a eu un crime, mais on n'a pas eu de coupable et on n'a pas eu de condamnation, en fait. Donc, il y a des associations hein, aux Amériques, notamment Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc., qui disent, bon, maintenant, il faut aussi qu'on se positionne sur la deuxième étape, c'est à quand les réparations, et réparations sont-elles possibles après un crime pareil? C'est aussi des choses qu'on peut mettre en débat. Et ce n'est pas de la faute de Taubira ou d'autres. D'ailleurs, elle-même, Christiane, lorsqu'elle elle en parle, elle dit, mais où étiez-vous également pour me soutenir, pour mettre la pression, pour obtenir justement ces aspects-là qui ont été un peu mis de côté, parce qu'elle est questionnée là-dessus aussi, mais en tout cas, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue de récupération justement de la mémoire pour tous les peuples afrodescendants et descendants d'esclaves, c'est un grand pas, 2001, cette loi Taubira. Je vous donne un exemple. Ma grande-tante qui avait 93 ans à l'époque, si je me souviens bien. En 1998, on entend à la radio en Guadeloupe, parce que je suis d'origine guadeloupéenne de par mon grand-père, on entend à la radio qu'on va commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage, et elle éteint la radio en disant, mais à force d'en parler, vous allez le faire revenir, l'esclavage. Pourquoi la réaction de ma grande-tante a été si forte? C'est parce qu'en Guadeloupe, on a eu effectivement la première abolition de l'esclavage en 1794, qui ensuite a été balayée par le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802, qui a débouché finalement sur l'indépendance d'Haïti en 1804, qui a débouché sur une grande révolte aussi en Guadeloupe, mais qui a été sévèrement réprimée. Mais on a des figures comme Ignace Delgrès qui marquent l'inconscient collectif des Guadeloupéens. Et je vais vous parler rapidement, si vous me le permettez, sachant qu'apparemment, il y a des invités qui ont eu du mal à se déplacer. Donc, je profite de cette plateforme pour vous parler de Jean-Baptiste Bidault. Jean-Baptiste Bidault, Jean-Baptiste Bidault, qui était en fait un corsaire noir de la République.
pourquoi Jean-Baptiste Bidault était un corsaire noir de la République. 1795-1799, on a le gouvernement des îles installé par la Révolution française qui s'installe en Guadeloupe et qui dirige ce gouvernement général des îles depuis la Guadeloupe, c'est un certain Victor Hugues. Alors pour ça, pour beaucoup de monde, mais qui est Victor Hugues? Victor Hugues, il était en charge pour le nom de le compte de la Révolution française d'établir en fait précisément l'abolition de l'esclavage et la République. Pour la Guyane, on le retient surtout pour les chasses aux noirs marrons qu'il a menées avec des chiens contre les noirs marrons et un petit pouvoir, il est devenu un petit potentat sur place qui a bien profité justement de la situation. Et là, c'est plutôt 1802, rétablissement de l'esclavage en Guyane. Donc en fait, Victor Hugues, avant d'être un révolutionnaire, je pense, était en fait il appliquait ce que le pouvoir lui demandait d'appliquer. Donc à une époque, on lui a demandé de venir abolir l'esclavage, il est venu l'appliquer. Il l'a fait très efficacement d'ailleurs en Guadeloupe, en coupant des têtes. Et après, il est passé du côté de Napoléon qui lui a demandé de rétablir l'esclavage. Il a continué donc finalement à être un légaliste, mais je pense qu'il était aussi dans le fond assez ambigu. C'est comme tous les personnages historiques. C'est-à-dire qu'il a eu une période effectivement qu'on peut qualifier de révolutionnaire où il dirigeait depuis la Guadeloupe donc des expéditions de corsaires qui sillonnaient toute la Caraïbe et arrivaient jusqu'en Amérique latine pour apporter ce qu'on appelait à l'époque la loi des Français. La loi des Français, on la connaît beaucoup dans le monde hispanophone sous le nom de la Ley de los Franceses, la loi des Français. Donc j'ai retrouvé des documents historiques à Cuba qui parlent de tout ça, qui montrent bien qu'effectivement, à l'époque, depuis la Caraïbe, on essayait de convaincre l'Amérique latine de pencher du côté de la République. Il y a eu effectivement des résultats, puisque ce Jean-Baptiste Bidault, qui était un noir de la Dominique, un mulâtre en fait de la Dominique, la Dominique est une île entre la Guadeloupe et la Martinique, qui à l'époque était française. Donc il est passé du côté de la Révolution française. Il a servi Victor Hugues comme corsaire noir de la République. Et lorsque Victor Hugues a abandonné cette mission d'abolir l'esclavage dans toute l'Amérique, lui, Jean-Baptiste Bidault, il a continué sur le Venezuela et la Colombie. Il a d'ailleurs sauvé la vie en personne au fameux Bolivar. Bolivar, qui était le Libertador, donc le libérateur des Amériques. En 1816, j'ai retrouvé dans les mémoires de Bolivar qu'il a été sauvé par un certain Bidault. Alors que Bolivar était encerclé par les Espagnols, il a se tirer une balle dans la tête et Bidault, qui était sur un bateau, est revenu à la rame sur une barque. Il a récupéré Bolivar sur la plage, il l'a sauvé, il l'a fait monter sur la barque et voilà. Donc il n'y aurait pas de Bolivar sans Jean-Baptiste Bidault, ce qui m'a valu de la part de Elika Mbokolo, qui est un grand historien justement internationalement reconnu, de me demander mais pourquoi on a des rues Bolivar et on n'a pas des rues Jean-Baptiste Bidault? Donc pourquoi on met toujours en avant finalement un descendant de colons espagnols et pas un descendant d'esclaves en avant? Bon, les deux ont leur place, hein, évidemment, mais pourquoi l'un et pas l'autre? Donc effectivement, ça c'est à nous de faire le travail. Donc on ne peut pas non plus en vouloir à quiconque, c'est à nous, descendants d'esclaves, descendants d'Africains, descendants d'Amérindiens, de faire ce travail-là, hein, parce que voilà, il ne faut pas non plus attendre que les autres le fassent à notre place. Et voilà, donc je pense que je vais arrêter là. J'ai donné beaucoup d'éléments. J'en aurai d'autres à vous donner par la suite. Et je vais laisser la place aux autres intervenants et pour que ça fasse débat. Je vous remercie beaucoup. J'étais un peu long, mais je voulais mettre un petit peu ces quelques dynamiques sur la table. Merci beaucoup. Merci.